Très bien. Donc, on va continuer le cours. Donc, on définit le vecteur quantité de mouvement, ce qu'on va noter P. Donc, il ne faut pas le confondre avec le poids de la masse. Le vecteur quantité de mouvement, il est proportionnel à la vitesse. Le facteur de proportionnalité, c'est la masse. C'est-à-dire, si j'ai une particule de masse M animée de la vitesse V, la quantité de mouvement de cette masse, c'est M fois V. C'est-à-dire, si je veux augmenter la quantité de mouvement, soit je vais augmenter soit sa masse, soit sa vitesse. D'accord? Donc, ça, c'est le vecteur quantité de mouvement, donc on aura besoin. Donc, maintenant, on va définir la définition d'un système isolé. Quand est-ce qu'on dit qu'un système est mécaniquement isolé? Oui. Lorsqu'il n'est soumis à aucune force. Très bien. Donc, un système, il est mécaniquement isolé, c'est-à-dire il y a deux cas. Soit il n'est soumis à aucune force, ce qui est presque impossible, d'accord, ce qui est impossible, ou bien lorsque la somme des forces extérieures exercées sur ce système est égale à zéro, c'est-à-dire il y a compensation des forces et la somme de ces forces est égale à zéro. Donc, un système, on va prendre un système mécaniquement isolé, s'il n'est soumis à aucune force, ce qui est impossible, ou bien la somme des forces extérieures est nulle, c'est-à-dire il y a compensation des forces et leur somme, ça doit être égal à zéro. Bien sûr, une force, c'est un champ vectoriel, donc c'est un champ de vecteurs. Donc la force, donc c'est la force exercée par un solide sur un point matériel. Donc c'est un point matériel, il est rarement mécaniquement isolé, mais il est suivi des actions. Ces actions sont appelées les forces. Donc une force, elle est exercée sur un émetteur, donc celui qui exerce la force, sur un récepteur, celui qui reçoit la force. D'accord? Donc la force, c'est un champ de vecteurs, elle est caractérisée par point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Donc la force, elle est mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Donc l'unité de la force, c'est le newton. Donc on distingue ça, vous connaissez ça, on distingue deux types de forces. Donc il y a les forces d'interaction à distance, c'est-à-dire il n'y a pas de contact entre la force qui agit et le solide. Il n'y a pas, par exemple, force de gravitation, c'est-à-dire la force de gravitation universelle exercée entre deux masses, M1 et M2, il y a une force de gravitation entre les deux masses, ce sont des forces à distance, d'accord? Il y a la force électrostatique E, on va voir, et la force magnétostatique, il y a aussi la force électromagnétique EB. Ce sont des forces à distance, c'est-à-dire il y a agissent sans contact. Ce sont des forces qui agissent sans contact. Il y a les forces de contact. Donc, ça, on a dit que les forces, il y a deux types de forces, les forces à distance et d'interaction à distance, les forces de contact, comme la force de réaction du support, la force de frottement, la force de tension. Donc, on va voir ces forces à la fin de ce cours, on va détailler. Donc, maintenant, on va voir les lois de Newton, d'accord, dans un référentiel galiléen. On va voir les trois lois de Newton. Donc, c'est les principes. Le premier principe de Newton, donc le premier principe d'inertie, donc le deuxième principe fondamental de la dynamique et le troisième principe d'action et de réaction. Donc on va voir ces trois lois de Newton, mais ces lois, on va les voir dans un référentiel galiléen, ce que vous avez déjà vu en terminale, mais aussi on va les voir dans un référentiel non galiléen. D'abord, je définis c'est quoi un référentiel galiléen, notion de référentiel galiléen. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la définition qu'on a posée pour un référentiel galiléen? Oui? Oui, quelqu'un peut me donner la définition? C'est un référentiel où le principe d'inertie est vrai, très bien, c'est ça. Donc, on a supposé l'existence d'un certain type de référentiel, appelé référentiel galiléen, tel que le principe d'inertie et les vérifié. C'est-à-dire quoi le principe d'inertie et les vérifié? C'est-à-dire si un point matériel dans un référentiel galiléen est mécaniquement isolé, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est égale à zéro ou bien elle est au repos, donc dans ce cas-là, son mouvement, donc elle est Oui. la vitesse, oui, oui, Pardon. pardon. Donc c'est-à-dire, essayez de couper le micro, s'il vous plaît, essayez de couper les micros. Donc, on a dit un référentiel galiléen, c'est un système. Oui,
S'il vous plaît, essayez de couper les micros. Je vais couper les micros pour tout le monde. Très bien. Donc maintenant, on a dit un référentiel galiléen. Donc la mécanique de Newton se fonde, donc elle est fondée, la mécanique de Newton, elle est fondée sur l'existence de ces référentiels galiléens, d'accord, donc d'une classe de référentiels galiléens, un point matériel isolé, c'est-à-dire soit il est au repos, soit la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc ce point matériel, soit il est au repos, soit il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire V égale constant. Donc, pour expliquer l'existence des référentiels galiléens, donc c'est un référentiel galilien, c'est un système d'axes, d'accord? Donc c'est un référentiel pour lequel, lorsqu'un point matériel est mécaniquement isolé, c'est-à-dire soit il n'est soumis à aucune force, soit la sigma des forces extérieures est égale à 0, alors ce point matériel, soit elle est au repos, c'est-à-dire sa vitesse est égale à 0, soit elle est animée d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire V est égal constant. C'est-à-dire qu'elle vérifie le premier principe d'énergie. D'accord? Donc, on a dit le référentiel galilien, on dit qu'un référentiel galilien, si dans ce référentiel, un point matériel est mécaniquement isolé, donc c'est-à-dire sigma des forces extérieures est égal à 0, implique que la vitesse est égale à constant. Si V est égal à constant, c'est-à-dire deux cas, soit V est égal à 0, c'est-à-dire le point matériel est au repos, soit vitesse est égale à constant, c'est-à-dire animé, le point matériel est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est ça. D'abord, oui, peut-être qu'il y a un problème d'être. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est C'est bon. bon? C'est bon. Donc, on a vu quelques référentiels supposés galiléens, parce qu'il n'y a pas un référentiel 100% galilien. Donc, on a vu le référentiel de Copernic. C'est quoi un référentiel de Copernic? C'est un référentiel dans les trois axes, dans le centre, l'origine, elle est donc coïncide avec le centre, c'est-à-dire le Soleil, et dans les trois axes sont orientés suivant des étoiles bien déterminées. Donc, c'est le référentiel de Copernic le plus proche d'un référentiel galilien. Donc, elle est supposée galiléenne parce qu'on suppose que le mouvement du Soleil, elle est faible, elle est très, très, très petit par rapport, le mouvement du Soleil, elle est très, très long par rapport au mouvement étudié. D'accord? Donc là, on peut supposer que le référentiel de Copernic, c'est un référentiel galiléen. C'est vrai que le Soleil n'est pas fixe, elle aussi, elle tourne, mais sa vitesse de rotation, elle est très faible par rapport au mouvement, la vitesse de mouvement étudiée. Donc, il y a le deuxième référentiel supposé aussi galiléen, c'est le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dont les axes sont parallèles à ceux de référentiel de Copernic, mais dans le centre, elle coïncide avec le centre, cette fois, de la Terre. Donc, vous savez que la Terre, il tourne autour du Soleil en 365 jours, mais on va supposer que la vitesse, le mouvement
la vitesse de mouvement étudiée, elle est très brève par rapport, donc elle est très brève par rapport à la vitesse par rapport au temps de rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, on peut faire l'approximation de supposer que le référentiel géocentrique est un référentiel de Copernic, c'est un référentiel galiléen. Le troisième référentiel qu'on va supposer aussi, c'est un référentiel galiléen, c'est le référentiel géocentrique, dont l'origine est liée à un point de la surface de la Terre et dont les axes sont bien déterminés. C'est-à-dire, donc vous savez que la Terre elle tourne autour d'elle-même en une journée, c'est-à-dire elle fait une rotation autour d'une journée. Donc, mais donc on peut considérer dans le cas où le mouvement des poids matériels étudiés est très bref par rapport à la rotation de la Terre autour d'elle-même. Donc, je peux le considérer que le référentiel terrestre, c'est un référentiel galiléen. D'accord? Donc, ça, c'est les trois référentiels qu'on suppose comme référentiel galiléen. Maintenant, oui. C'est quoi la différence entre un référentiel géocentrique et un référentiel terrestre? Un référentiel géocentrique et un référentiel terrestre. Alors, quelqu'un peut me donner la réponse de ça? Géocentrique, on a dit le centre ou l'origine le référentiel, elle est liée au centre de la Terre. Et dans les axes, elles sont parallèles à ceux de référentiel de Copernic. C'est ça? C'est ça le référentiel géocentrique. Hein? D'accord. Merci. D'accord. Le référentiel terrestre, l'origine elle est un point, la surface de la Terre. D'accord? Un point, la surface de la Terre, on suppose qu'elle est fixe, même que la Terre elle tourne autour d'elle-même 24 heures, et dont les axes sont orientés suivant la direction bien déterminée. Donc ça, c'est le référentiel terrestre. D'accord? Maintenant, ma question. Oui? تقدر تعاود la justification علاش le référentiel géocentrique il est supposé galilien. Là, c'est les supposés. Pourquoi, à ton avis, géocentrique? Est-ce que la Terre, est-ce qu'elle est fixe? Donc, le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dont l'origine, elle est liée le centre de la Terre, et les axes sont parallèles à ceux et le référentiel de Copernic. Et la Terre, elle n'est pas fixe. Elle effectue un mouvement de rotation circulaire ou elliptique autour du Soleil, mais on peut la considérer comme galiléenne dans le cas, c'est-à-dire dans l'approximation où on suppose que la vitesse, c'est-à-dire la vitesse suppose que les mouvements étudiés, d'accord, le mouvement étudié sont très brefs, d'accord, la durée de vie très brève par rapport le temps de rotation de la Terre autour du Soleil. Parce que la Terre elle tourne autour du Soleil en 365 jours et les mouvements étudiés, donc le temps T qui est très petit par rapport le temps de rotation de la Terre autour. Donc, c'est-à-dire, on peut supposer que dans cette approximation, je peux supposer que le référentiel, tous les référentiels dans cette approximation, je peux les considérer comme des référentiels de galiléens. D'accord? Donc maintenant, ma question est la suivante. Si par exemple j'ai un référentiel galiléen, et vous allez me dire oui ou non, et pourquoi? Si j'ai un référentiel galiléen, R, supposé galiléen, R, et j'ai un autre référentiel R' qui effectue un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à R. Est-ce que je peux considérer que R' est aussi galiléen? Oui. Est-ce que je peux considérer que R' est aussi galiléen? Et pourquoi? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la question? Si j'ai pas, donc j'ai un référentiel galiléen R, supposé galiléen R. J'ai un autre référentiel R' qui effectue un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à R. Est-ce que je peux considérer que R' est aussi un référentiel galiléen? Et pourquoi? Oui? 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 Monsieur. Oui, monsieur. Pourquoi? Pendant la translation, que prend le vecteur Très parallèle. bien. Très bien. Donc, parce que c'est quoi la définition? Quand est-ce que je peux considérer que R'
elle est galiléenne. Si, par exemple, j'ai un système qui est mécaniquement isolé, c'est-à-dire sigma des forces extérieures est égal à 0, cela implique que la vitesse est égale constante. C'est ça, la vitesse du point M par rapport à R est égale constante. Et puisque la vitesse du point R par rapport du point M par rapport à R est égale à quoi? Est égale à la vitesse du point M par rapport à R' plus la vitesse d'entraînement. Et ici, ça va puisque R' effectue un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à R, donc dans ce cas-là, même la vitesse du point M par rapport à R', ça va être constant. D'accord? Donc, dans ce cas-là, donc j'ai soit dans R ou là dans R', j'ai la vitesse du point M par rapport à R' par rapport à R, c'est une constante. Et par suite, donc la loi, le principe d'inertie, elle est aussi appliquée dans le référentiel R' qui effectue un mouvement de translation rectiligne uniforme. C'est pour ça qu'on dit, donc ça c'est une remarque, tout référentiel R' en translation rectiligne uniforme par rapport à R, qui est galiléen, donc est aussi un référentiel galiléen. D'accord? Donc je peux faire de l'approximation, de la remarque. D'accord? Donc maintenant, on va voir les trois principes, les trois lois de Newton dans un référentiel galiléen. D'accord? Donc les trois lois de Newton. La première loi, c'est ce qu'on a déjà énoncé. Donc on a dit ce sont des lois. C'est des principes d'inertie, c'est des lois qui n'ont pas été démontrées, donc ils ont été posés comme ça, ils restent valables jusqu'à prouver le contraire. Il n'y a pas de démonstration pour ces trois lois de Newton. Ils ont été énoncés de cette façon, sans faire la démonstration, et elles restent valables jusqu'à maintenant, mais seulement dans le cadre de la mécanique classique. C'est-à-dire dans le cadre où la vitesse des particules elle est très inférieure à la vitesse de la lumière. Si la vitesse des particules s'approche de la vitesse de la lumière, dans ce cas-là, la mécanique classique n'est plus valable. Il faut utiliser soit la mécanique quantique, la mécanique relativiste, donc qui peut justifier donc le mouvement et les particules qui ont une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc, dans le cadre de la mécanique classique, je dis mécanique classique, la vitesse des particules elle est très inférieure à la vitesse de la lumière. Les trois principes, les trois lois de Newton ont été énoncées sans démonstration et ça reste toujours valable. Donc, le premier principe, c'est la première loi de Newton, c'est ce qu'on appelle principe d'inertie. Qu'est-ce qu'elle dit? Dans un référentiel galiléen, d'accord, un point matériel mécaniquement isolé, c'est-à-dire sigma des forces extérieures est égal à 0, implique que la vitesse est égale à une constante. D'accord? Donc là, cette loi n'a pas été démontrée, mais reste toujours valable, d'accord, dans le cadre de la mécanique classique, d'accord, donc la mécanique où la vitesse des particules sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Donc l'énoncé de cette loi, parce que la loi a été énoncée de cette façon, sans faire la démonstration, d'accord, il n'y a pas de démonstration. Dans un référentiel galiléen, un point matériel mécaniquement isolé, elle est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire, si G sigma des forces extérieures est égal à 0, implique, donc mathématiquement, je peux l'expliquer comme ça. Donc, si je prends un système et je fais le bilan des forces, et si G sigma des forces extérieures est égal à 0, implique que la vitesse est égale à une constante. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle la première loi de Newton, appelée principe d'inertie. D'accord? Donc maintenant, si bon, là, c'est pour montrer si le point matériel, pour montrer que si RG est un référentiel galiléen, donc tout référentiel muni d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à RG reste aussi galiléen, d'accord? Donc là, parce que la vitesse du point M dans le référentiel galiléen ou bien dans le référentiel R', d'accord, qui effectue un mouvement de translation rectiligne uniforme est constant.
Donc, la deuxième loi de Newton, ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique, cette fois, je suppose que le système n'est pas mécaniquement isolé, c'est-à-dire que sigma des forces extérieures elle est différente de zéro. Il n'y a pas de compensation des forces, c'est-à-dire il n'y a pas de compensation des forces et on a sigma des forces extérieures. Donc, le deuxième principe différent de zéro. Le deuxième principe, il dit que sigma des forces, dans ce cas-là, sigma des forces extérieures est égal à la dérivée de vecteur quantité de mouvement par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de mv, parce que le vecteur quantité de mouvement, c'est m fois v, et la dérivée de mv, c'est m dérivée de v, qui est égal à m l'accélération de m par rapport à r. Donc là, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique, ou la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire dans un référentiel galiléen, si un système qui n'est pas mécaniquement isolé, c'est-à-dire sigma des forces extérieures différentes de zéro, alors on a sigma des forces extérieures est égal à m gamma par rapport à rg. Donc vous voyez ici, cette loi, elle est citée par rapport à un référentiel galiléen, c'est-à-dire dans un référentiel galiléen, on a sigma des forces extérieures est égal à m, l'accélération de m par rapport à rg. Donc on va voir la loi dans un référentiel qui n'est pas galiléen, c'est-à-dire un référentiel R' qui effectue un mouvement quelconque par rapport à R. On va voir qu'est-ce qu'il devient cette loi dans un référentiel non galiléen, d'accord? Donc, en définitive, la deuxième, donc comment je peux, donc la deuxième loi de Newton, à partir, donc c'est le cas général, bien, parce que la première loi de Newton au principe d'inertie, c'est un cas particulier, on peut la déduire à partir de la deuxième loi de Newton. C'est clair, hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, donc c'est un cas particulier où on peut la déduire parce que si j'ai par exemple deuxième principe fondamental de la dynamique, ou bien la deuxième loi de Newton, j'ai sigma des forces extérieures est égal à m gamma. Si j'ai sigma des forces extérieures est égal à 0, implique que l'accélération est égale à 0, implique que la vitesse est égale à une constante. Et on retrouve la première loi de Newton ou bien le principe d'inertie, c'est-à-dire qu'on peut déduire la première loi de Newton à partir de la deuxième loi de Newton. Ou bien c'est la deuxième loi de Newton, c'est le cas général. Donc on peut, et comme cas particulier, on a la première loi de Newton, bien le principe d'inertie. Donc ça c'est la première et deuxième loi de Newton. La troisième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle principe d'action et de réaction. Si j'ai deux solides S1 et S2, donc, et si le solide S1 exerce une action sur le solide S2, le solide S2 donc subit une réaction de la part du solide S1. Donc, c'est-à-dire la force exercée par le solide S1 sur S2 est égale à moins la force exercée par le solide S2 sur S1. C'est ce qu'on appelle le principe d'action et de réaction. Le solide 1 exerce une action sur le solide 2. Le solide 2 donc subit une réaction de la part du solide 1 et les deux forces sont opposées et de même intensité. Donc l'énoncé de ce principe, lorsque deux systèmes S1 et S2 sont en interaction, c'est-à-dire en interaction soit de contact, soit à distance. Par exemple, si je prends deux masses M1 et M2, la masse M1 va exercer une force de gravitation sur la masse M2 et la masse M2 va exercer une force de gravitation sur M1 de même direction, de sens opposé et de même intensité. C'est le principe d'action et de réaction. Lorsque deux systèmes S1 et S2 sont en interaction, quel soit le référentiel. Donc, vous voyez que cette loi, cette troisième loi, elle est valable quel que soit le référentiel, soit galiléen ou non galiléen. D'accord? C'est-à-dire, quel que soit le référentiel galiléen ou non galiléen, lorsque deux systèmes S1 et S2 sont en interaction dans un référentiel d'étude, d'accord? Donc, l'action du système S1 sur le système S2 est exactement opposée à la réaction du système S2 sur le système S1. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi d'action et de réaction.
Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, oui. Oui. monsieur. D'accord. Donc, ça, c'est des lois que vous connaissez. Donc, maintenant, on va essayer de voir ces lois dans le cas, parce que jusqu'à maintenant, à part la troisième loi de Newton qui est valable, quel que soit le référentiel, donc on n'a pas vu la deuxième loi et la première loi de Newton dans un référentiel qui n'est pas galiléen. Donc, ce qu'on a vu, c'est dans un référentiel galiléen. On va la voir par la suite dans un référentiel non galiléen. Donc maintenant, on va détailler quelques forces. Donc on va étudier quelques forces. On va commencer par les forces d'interaction à distance, quelques forces que vous connaissez, la force de gravitation newtonienne. Donc c'est-à-dire si je prends deux masses M1 et M2, donc il existe une interaction mutuelle entre la masse M1 et M2. C'est une interaction de gravitation entre les deux masses M1 et M2, d'accord? Donc c'est-à-dire les deux masses vont s'attirer. Donc, il y a une force d'interaction gravitationnelle d'attraction entre les deux masses. Donc, cette force d'attraction gravitationnelle, elle est donnée par, donc, si je prends deux masses, d'accord, donc, si je prends deux masses M, grand M et petit m, d'accord, séparées par la distance SC, c'est la distance qui sépare les centres de gravité de ces deux masses. Alors, donc, la masse M exerce une force de gravitation universelle sur la masse petit m, et la masse petit m exerce une force de gravitation sur la masse grand M. Ces deux forces sont opposées, même direction et même intensité. Donc, on dit qu'il y a attraction entre les deux masses petit m et grand M. Donc, l'intensité, donc F, donc si je fais de la configuration, donc la force de gravitation universelle exercée par la masse grand M sur petit m, le point d'application de LCC, donc c'est la force d'attraction de gravitation universelle exercée par grand M sur petit m, d'accord, est égal à quoi? Est égal, si je prends de la configuration, le vecteur unitaire que je vais prendre, c'est dans cette direction. C'est un vecteur unitaire pour définir la direction des forces. Donc, la force exercée par la masse grand M sur la masse petit m est égale à F grand M sur petit m est égale à moins G, d'accord? La masse petit m, la masse grand M, sur la distance entre les deux, cette force, elle est inversement proportionnelle à la distance entre les deux masses. Elle dépend de la masse grand M et de la masse petit m. Suivant la loi, la force exercée par la masse grand M sur petit m est égale à moins. Pourquoi le moins? Parce que le vecteur unitaire, je l'ai choisi dans cette direction. Donc, moins G, petit m grand M, d'accord, sur la distance SC au carré, et suivant le vecteur unitaire U. Donc, la force exercée cette fois par petit m sur grand M, le point d'application de cette force, c'est le point S, donc est égal à... Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Bien. Donc, parfois, donc, ça dépend, c'est la connexion, problème de connexion, soit chez moi, soit chez vous parfois, donc ça dépend, donc il faut faire avec, d'accord? Donc, jusqu'à, donc, on va suivre, donc j'espère qu'on va travailler dans des conditions mieux que ça. C'est mieux, d'accord? Donc, maintenant, il faut faire avec. Parfois, il y a des problèmes, donc je m'excuse pour ça. Donc, maintenant, je dis que la force exercée par la masse M sur petit m est égale à moins G. Pourquoi le moins? J'ai choisi le vecteur directeur, pas de le sens. C'est moi que je l'ai défini comme ça. Donc, cette force, c'est une force d'attraction. Les deux masses s'attirent. D'accord? Donc, il n'y a pas répulsion. Les deux masses s'attirent. Donc, la force exercée par grand M sur petit m est égale à moins G, petit m grand M sur la distance entre les deux centres de gravité, SC au carré, et suivant le vecteur U. Et la force exercée par petit m sur grand M, ça doit être moins l'autre force, donc, c'est donc suivant la loi d'action et de réaction. Donc, la force exercée par grand M sur petit m est égale à moins G, MM sur SC au carré, suivant
U. U, c'est un vecteur directeur qui est schématisé sur la figure de M vers petit m. Donc, la force exercée cette fois par petit m sur M, c'est G, M sur SC sur U. Donc, on voit bien que ces deux forces sont même direction, même intensité, mais de sens opposé. On dit qu'il y a une attraction entre les deux masses, d'accord? Donc, on peut calculer la force apportée par... Donc, on voit bien que la force d'interaction gravitationnelle entre deux masses M, donc elle dépend de la masse de système S1 et de S2, et elle est inversement proportionnelle à la distance entre les deux masses. C'est-à-dire, plus les deux masses s'approchent, plus l'intensité de la force augmente, plus les masses augmentent, plus l'intensité de la force augmente. Donc, elle est inversement proportionnelle à la distance entre les deux masses et elle dépend de petit m et grand. Très bien. Donc, maintenant, gravitation, voisinage de. Donc, maintenant, on va voir un cas particulier. Donc, ça, c'est la loi de gravitation internationale entre deux masses, M1, M2 quelconque. Donc, si je prends par exemple comme grand M, c'est la masse de la Terre. Je prends la Terre avec une masse M. Donc, ce cas-là, la force exercée par la Terre sur la masse M, donc ça doit être égal. Donc, la Terre sur la masse M, ça doit être égal à moins G, M, SC au carré suivant le vecteur unitaire U. D'accord? Donc, ça, avec grand M, c'est la masse de la Terre. Donc, cette force, c'est ce qu'on appelle là, ce qui représente le poids de la masse. D'accord? Voisinage de la Terre, parce que le poids de la masse F, qui est égal à mg, c'est quoi le poids de la masse mg? C'est la force exercée par la masse de la Terre, grand M, sur petit m. Donc, F est égal à mg, et à partir de là, donc, qui est égal à moins g grand M petit m sur SC au carré suivant U. Donc, je simplifie par M. Je déduis la valeur de G, ce qu'on appelle G, c'est le champ de la pesanteur. Ou bien c'est le champ de la pesanteur. Le champ, c'est un champ électrique, champ magnétique, c'est un champ de pesanteur, G, ou bien on le note, c'est l'accélération de la pesanteur. Pourquoi c'est l'accélération de la pesanteur? Parce qu'elle a la même dimension que l'accélération. Donc, si je peux, c'est une force, est égale à m gamma, je simplifie par m, donc j'ai la même dimension que l'accélération. C'est pour ça qu'on peut l'appeler l'accélération aussi de la pesanteur, ou bien c'est le champ de la pesanteur, d'accord? Donc, c'est le champ de la pesanteur. Et G, on peut la déduire, est égal à moins G, la masse de la Terre, la distance entre le point considéré et le centre de la Terre, d'accord? Donc, là, on peut utiliser soit le vecteur unitaire U, ou bien le vecteur unitaire est égal à SC, sur le module de SC. Donc, soit cette formule, soit cette expression, parce que U, c'est un vecteur unitaire qui est égal à SC sur le module de SC, c'est-à-dire si j'utilise SC, donc SC, c'est le vecteur entre le centre de gravité de la Terre et le point M. D'accord? À la surface, si je travaille à la surface, donc je peux calculer l'intensité du champ, le champ de la pesanteur, bien l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Donc, pour la surface de la Terre, on a la distance SC est égale à R. R, c'est le rayon de la Terre. Donc, je déduis l'intensité de la pesanteur à la surface, du champ de pesanteur à la surface de la Terre, qui est égal à G en M sur R au carré avec R. C'est le rayon de la Terre. Donc, tout ça, vous connaissez déjà ça. Donc, je peux trouver l'expression de G en fonction de Z ou bien en fonction de H. Avec Z, c'est la hauteur par rapport à la surface de la Terre. Donc, GZ est égal à G M sur R plus Z au carré. Donc, je fais sortir le R. Donc, pour apparaître ici, le G0. Donc, j'ai le G0 facteur de 1 plus Z sur R à la puissance moins Z demi, parce que j'ai divisé ici par R au carré. Donc, j'ai 1 plus Z sur R à la puissance moins Z. D'accord? Donc, ça, c'est G en fonction de G0. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, ça, vous connaissez déjà. Donc, on sait que le rayon de la Terre dans la première approximation Z sur R, le rayon de la Terre, elle est de l'ordre de 6400 km.
Donc, au voisinage de la Terre, c'est-à-dire dans l'approximation au voisinage de la Terre, donc je peux dire que Z sur R, elle est très faible, d'accord, elle est très faible. Donc, je peux faire l'approximation 1 plus epsilon à la puissance moins 2 est égal à 1 moins 2 epsilon, d'accord? Donc, c'est-à-dire lorsque j'ai un terme qui tend vers 0, donc je peux faire cette approximation 1 plus epsilon à la puissance n, c'est 1 plus... Oui? Oui, mademoiselle. كيفاش درنا انتقلنا من غران جي فوا ام سيغ ار بلس زد كاري هذاك التعبير الاخر اللي عندنا جي زيرو فوا ان بلس كيفاش درنا هذه اللي تندير فيها الكبسول G pour une hauteur h par rapport à la surface de la Terre. Dans ce cas, la distance entre le centre de gravité ou la masse m, elle se trouve près de l'altitude z. Donc la distance devient r plus z. G, m, r plus z, le tout au carré. Donc c'est égal à g, m, je fais sortir le r au carré, donc je fais sortir le r au carré, donc je multiplie par r au carré pour apparaître G0, pardon, je multiplie par R au carré en haut et R au carré en bas pour apparaître le G0. Ce sera les G0, R au carré. Normalement, j'ai sauté la ligne. Là, je divise par R. D'accord? Je divise par R pour simplifier par R au carré. Je divise par R, j'ai 1 plus Z à la puissance 2. C'est-à-dire G0 sur 1 sur R plus Z sur R à la puissance 2. C'est ça? Ou bien G0 facteur de 1 plus Z sur R à la puissance moins 2. C'est-à-dire ici sur 2, donc quand il devient en haut, c'est moins 2. C'est facile. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que Z sur R, elle est très petite. On peut, en physique, c'est ce qu'on utilise lorsque j'ai 1 plus epsilon à la puissance n, elle est sensiblement égale à 1 plus n epsilon. Puisque Z sur R, elle est très petite, donc je peux faire l'approximation 1 plus epsilon à la puissance moins 2, donc est égal à 1 moins 2 epsilon. D'accord? Donc, et par suite, la variation relative de l'intensité du champ, donc ça, jusqu'à ici, donc c'est bon. Et je trouve la relation qu'il existe entre G et G0. D'accord? Entre G et... Oui? Z sur R, il y a epsilon, il y a epsilon. Donc, vous avez fait le développement limité. Donc, si j'ai 1 plus epsilon à la puissance n, donc elle est sensiblement égale à 1 plus n epsilon, alors 1. D'accord? Donc, ça, toujours, on utilise ça pour la physique. 1 plus epsilon à la puissance n, quand je dis epsilon, c'est-à-dire que c'est un terme qui tend vers 0, un terme très petit. Comme ici, c'est Z sur R, c'est epsilon. D'accord. Et je fais 1 plus epsilon à la puissance moins 2, c'est 1 moins 2 et epsilon, d'accord? Donc ça, c'est la relation qui dit GH en fonction de G0. Donc on va voir un autre type de force d'interaction à distance, donc ce qu'on appelle la force d'interaction entre deux charges, Q1 et Q2. Donc, et c'est la loi de Coulomb. Donc, vous savez que si je mets, donc, vous savez, donc là, vous allez voir ça en électrostatique aussi. Si j'ai deux particules, donc j'ai deux particules chargées, de charge opposées, Q1 et Q2 de charge opposées, qu'est-ce qu'il arrive avec les deux particules? Attraction. Si je mets, ils vont s'attirer, donc il y a attraction, d'accord? Et s'ils sont de même signe, soit positif, soit négatif, elles vont se repulser, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une force d'interaction électrostatique entre les particules chargées. Donc, si je prends deux particules, en général, je prends deux particules chargées Q1 et Q2. Pour l'instant, on ne sait pas leur signe, d'accord? Mais j'ai deux particules chargées Q1, Q2, Q1 la position M1, Q2 la position M2. Les deux charges sont séparées par une distance
T12 ou la R12, c'est la distance qui sépare les deux charges. Donc, il y a une force d'attraction électrostatique exercée par la charge Q1 sur Q2 et Q2 sur Q1. D'après la loi d'action et de réaction, la force électrostatique exercée par Q1 sur Q2 est égale à moins la force électrostatique exercée par Q2 sur Q1. Et d'après la loi de Coulomb, cette force électrostatique exercée, bon là, il faut suivre la loi, la force électrostatique exercée par la particule 1 sur la particule 2 est égale à moins la force électrostatique exercée par la particule 2 sur 1 est égale à quoi? Q1 sur Q2 sur 4 pi epsilon 0 R12 au carré et suivant le vecteur unitaire U12. Donc, j'ai mis ici F12, U12. D'accord? Donc, F12, U12. Donc, ça, c'est la force électrostatique exercée par la particule. Vous allez voir ça, le cours de l'électrostatique, que vous allez le commencer peut-être après. Vous allez... Oui? Oui? Monsieur, Oui? يعني كولومب غير خدا لا لوا ديال نيوتن وبدل لها بلا شارج وزاد بوت On va voir l'analogie, entre la force de gravitation universelle et la loi de Coulomb. D'accord? On va voir une analogie. D'accord? Il y a une analogie, c'est pas même dimension, c'est pas le même type de force, mais il y a une analogie entre les deux. D'accord? On va voir de l'analogie entre la force de gravitation universelle et la force électrostatique entre deux charges. La force de gravitation universelle, c'est la force d'interaction entre deux masses M1 et M2 séparées par une distance D, T12. Et la force électrostatique, ou bien c'est la loi de Coulomb, c'est la force électrostatique entre deux charges, Q1 et Q2. Il y a une analogie, mais ce n'est pas le même type de force. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est clair, monsieur, merci. D'accord, on va voir à la fin l'analogie entre les deux types de forces d'interaction à distance. Donc maintenant, revenons à la loi de Coulomb. La loi de Coulomb donne l'expression de la force électrique ou la électrostatique exercée par d'interaction entre deux charges Q1 et Q2. Donc si je mets deux charges Q1 et Q2 séparées par une distance R12, donc la charge Q1 exerce une force électrostatique à distance sur la charge Q2 et la charge Q2 exerce une force sur la charge Q1. Donc, c'est une force à distance, une force électrostatique à distance, d'accord? Et cette force, l'expression de la force, elle est donnée par F12 est égal à moins F21 est égal à Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, R12 au carré, U12. Donc, ça, c'est le vecteur directeur U12 dirigé de la particule 1 vers la particule 2. Vous pouvez me dire, quelle est la différence entre, donc il y a une différence majeure entre la force de gravitation et la force électrostatique. Quelle est la différence? On a dit sur quoi? Sur la force d'interaction gravitationnelle. La force d'interaction gravitationnelle, comment elle est? C'est une force attractive. La masse ou charge. Là, avec les deux forces, comment ils sont? Ils sont de signes opposés, c'est ça? Il y a attraction entre les masses, M1 et M2, toujours attraction, c'est ça? Oui. Oui, monsieur. Entre les masses interaction. Est-ce qu'on a toujours attraction entre la charge Q1 et Q2? Non, on peut avoir répulsion. C'est ça, donc là, il n'y a pas toujours attraction. Donc, ça dépend du signe de Q1 et Q2. Donc, il y a soit attraction, soit répulsion. Par contre, dans la force de gravitation universelle, il y a toujours attraction entre la masse M1 et M2. D'accord? Donc, dans le cas de la force de la loi de Coulomb, la force exercée par la particule 1 sur la particule 2 est égale à moins la force exercée par la particule 2 sur la particule 1 est égale à Q1, la charge de la particule 1 fois la charge de la particule 2 sur 4 pi epsilon 0. 4 pi epsilon 0, c'est la permittivité liée le vide. C'est la permittivité électrique. Chaque milieu a son propre permittivité électrique. C'est une valeur intrinsèque des milieux, d'accord, de propagation dans le milieu
où il y a un champ électrique, donc ce qu'on appelle la permittivité du milieu, qui est ici epsilon 0, c'est la permittivité du vide, d'accord? Et donc, je peux dire que ça, je peux le remplacer par une constante, et parfois on utilise l'expression avec K, c'est ce qu'on appelle la constante électrique, qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. Et l'expression de la loi de Coulomb, la loi de Coulomb qui décrit l'interaction de deux charges Q1 et Q2 séparées par une distance R12 peut s'écrire sur la forme F12 également F21 est égal à K Q1 Q2 sur R12 au carré suivant U1 2, d'accord? Maintenant, si je veux calculer F de 1, donc F de 1, donc je fais la même chose, c'est Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 R1 2 au carré, c'est la même. Et là, je mets U de 1. Et U de 1, normalement, c'est un vecteur unitaire qui est opposé à U1 2. Et je trouve que F1 2 est égal à moins F de 1. Donc, epsilon 0 est égal à 1 sur 36 pi 10 à puissance 9, d'accord? Donc, c'est la permittivité, ce qu'on appelle la permittivité de vide, et je peux calculer la valeur avec la valeur de. Maintenant, on a dit que, oui. Qu'est-ce que ça veut dire la permittivité du vide? La permittivité électrique, donc c'est une mesure, c'est une valeur intrinsèque d'un milieu. Donc chaque milieu, elle est caractérisée par une permittivité électrique, d'accord? Donc ce qu'on va noter, c'est epsilon 0. Donc ce qu'on va noter, c'est epsilon, d'accord? Donc il y a la permittivité électrique. Si je prends le verre, si je prends le vide, la permittivité électrique du vide est égale à 1 sur 36 pi fois 10 à puissance 9, ainsi de suite, C fois P fois mètre moins 1. Ça, c'est la permittivité de vide, d'accord? Donc, si je prends un milieu d'électrique, par exemple, où là, je prends un conducteur, un d'eux, ils sont propre permittivité. Donc, chaque matériau, il est caractérisé par l'indice de réfraction du milieu, d'accord? L'indice de réfraction, ça, les propriétés optiques, les propriétés optiques. Donc, chaque milieu, il a son propre indice de réfraction. L'eau a de l'indice de réfraction, l'air l'indice de réfraction. Donc, les propriétés électriques, chaque matériau, donc chaque milieu, il a son propre permittivité. C'est ce qu'on appelle la permittivité électrique. D'accord? Il y a le métal de la permittivité électrique, le vide, permittivité électrique, un isolant de la permittivité électrique. Donc, c'est une propriété intrinsèque des matériaux. D'accord? Une propriété électrique intrinsèque pour chaque type de matériau. C'est bon? Donc, vous allez la voir. Maintenant, si je prends, on a dit pour déterminer, parce que là, F12 est égal à Q1, Q2 sur 4 pi epsilon R12 suivant U12. Est-ce que je connais la direction de la force F12, F2, F2? Est-ce que je peux la connaître? Quand est-ce que je peux déterminer la direction de F12 ou F2? Si on connaît les charges. Très bien, si on connaît là Q1 et Q2, d'accord? Donc, si par exemple Q1 et Q2 sont de même cible, c'est-à-dire Q1, Q2 positif tous les deux, ou la Q1, Q2 négatif tous les deux, c'est-à-dire le produit Q1, Q2 est toujours supérieur à 0, on dit Q1 et Q2 sont de même cible. Dans ce cas-là, F12 elle va être suivant le vecteur directeur U12. Et F21, ça va être suivant moins U12. Si par exemple F21, donc on va étudier les deux cas, je commence par Q1 et Q2 sont de signes opposés. Supposons que Q1, par exemple, elle a un signe positif, Q2 a un signe négatif, charge négative. D'accord? Donc, la force exercée par la charge Q1 sur la charge Q2, on a dit est égal à F12, est égal à quoi? Est égal à, donc elle est ici, est égal à Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 R12, U12, c'est-à-dire que U12, c'est le vecteur unitaire. Et là, le point d'application de la force, c'est sur la charge 2, parce que c'est la force exercée par la particule Q1 sur la particule Q2. Donc, le point d'application est là, elle est en Q2, elle est dirigée suivant moins Q12, parce que Q1 fois Q2, elle est négative, c'est-à-dire qu'elle va être dans ce sens.
De même chose, la force exercée par la particule 2, cette fois sur la particule 1, le point d'application d'elle, ça va être sur le point MQ1, d'accord? Et là, sa direction, c'est suivant U1,2, d'accord? Donc, elle est suivant U1,2. Donc, puisque Q1 et Q2, donc ça va être, donc Q1 et Q2, c'est négatif avec le moins, ça va être suivant U1,2. Donc, vous voyez ici, les deux forces, elles sont même direction, d'accord? Même direction, sens opposés, et dont l'intensité est égale à Q1, Q2 sur la valeur absolue de Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, R1 en carré. Donc, et c'est des forces attractives. Les deux charges vont s'attirer. Donc, il y a attraction dans ce cas-là, lorsque les charges sont opposées, les forces sont dans ce sens, et les forces, donc, et les charges, il y a attraction entre la particule Q1 et la particule Q2. Par contre, si les deux charges sont de signes opposés, c'est les deux charges sont de signes opposés, dans ce cas-là, Q1, je suppose Q1 et Q2 tous les deux positifs, donc F de 1 et la force exercée par 1 sur 2 va être suivant de la direction, Q1, 2, parce que Q1, Q2 est positif, et la force exercée par Q1, Q2 sur Q1, ça va être suivant moins U1, 2, ça va être dans ce sens, et dans ce cas-là, il y a répulsion, c'est-à-dire les deux charges vont s'éloigner, donc il y a répulsion des deux charges, suivant la direction des deux forces d'attraction entre les particules Q1 et Q2. Très bien. Donc maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, on peut faire une analogie entre la force de gravitation universelle, donc la force de gravitation qui existe entre deux masses M1 et M2 séparées par une distance T, et la force, la loi de Coulomb qui exprime l'interaction électrostatique qui existe entre deux charges Q1 et Q2 séparées par une distance R1,2. Donc, vous voyez ici, il y a G, c'est la constante de gravitation. Ici, il y a 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est ce qu'on appelle la constante électrique, qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. Il y a ici M1, M2. Ici, c'est la charge Q1, Q2. La direction, c'est UN, U2. Donc, toujours, il y a le signe moins parce que ce sont des forces. Donc, il y a attraction entre la masse M1 et la masse M2. Donc, ce sont des forces attractives. Toujours, la force de gravitation, c'est une force attractive. Par contre, dans le cas de la force électrostatique, les forces électrostatiques, ça dépend de le signe de Q1 et Q2. Si Q1 et Q2 sont de même signe, donc il y a répulsion. S'ils sont de signes opposés, il y a attraction. D'accord? Donc, si je compare, par exemple, je prends deux charges. Q1, je prends deux électrons, deux électrons de même charge. Donc, la charge de l'électron, c'est la charge élémentaire, c'est la plus petite charge, qui est égale à moins 1,6 10 moins 19 coulombs. Si je prends deux électrons séparés par une distance, par exemple, 1 mm, et pour voir une idée de la force électrostatique et la force de gravitation. Donc, les deux électrons chargés négativement, moins 1,6, moins 1,6, 10, moins 19 coulombs, elles sont séparées par 1 mm entre ces deux charges, et parce que l'électron, elle a une masse, même s'il est faible, donc il a une masse. La masse de l'électron, c'est 9,1, 10 moins 31 kg. Donc maintenant, je vais comparer l'intensité de la force électrostatique qui existe entre deux électrons séparés par une distance de 1 mm et la force de gravitation de ces deux électrons qui ont la masse, même s'il est très faible, existe, séparés par la même distance. Donc, je calcule la force électrostatique est égale à la charge au carré sur 4 pi epsilon 0, 1 mm au carré. Je trouve la valeur de cette force électrostatique, c'est 2,6 fois 10 à la puissance 22 newtons. Par contre, si je calcule la force de gravitation, elle est égale à 5,5 fois 10 à la puissance moins 65 newtons. Vous voyez qu'elle est très faible parce que la masse des électrons, c'est très faible. Donc, si je fais le rapport entre la force électrostatique et la force de gravitation, je trouve que la force électrostatique, elle est égale à 4,2 fois 10 à la puissance 42, la force de gravitation. C'est-à-dire que, donc c'est pour ça, on néglige souvent la force de gravitation par rapport à la force électrostatique, parce qu'il est très faible, donc 10 à la puissance 42 fois faible par rapport à la force électrostatique, et pour ça, on la néglige. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui?
باش سيبوبلي تقدر تعاود هاد لابارتي كان عندي بروبليم دو كونيكسيون. شنو partie? Là, je suis en train de comparer l'intensité, parce que là, on est toujours dans le... Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Donc là, on est en train de voir l'analogie entre la force de gravitation et la force électrostatique qui existe entre deux masses et la force électrostatique qui existe entre deux charges. Si je prends par exemple deux électrons, vous savez que la charge de l'électron est égale moins 1,6, 10 moins 19, je prends deux électrons séparés par une distance de 1 mm et je calcule la force électrostatique. Je trouve que cette force électrostatique est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 E au carré, avec E, c'est la charge de l'électron, sur la distance entre les deux électrons, c'est 1 mm au carré. Je fais le calcul, je trouve que cette force électrostatique est égale à ça. Très bien. Maintenant, ces deux électrons, ils ont aussi une masse. Donc, c'est la masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 moins 31 kg. Si je veux calculer la force de gravitation universelle qui existe entre les deux électrons de masse ME séparés par une distance 1 mm, je fais le calcul, la force de gravitation est égale à G fois la masse de l'électron sur la distance au carré, je fais le calcul et je trouve que c'est 5,5 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, si je fais le rapport entre la force électrostatique et la force de gravitation, donc je trouve que ce rapport est égal à 4,2, c'est-à-dire que la force de gravitation, la force électrostatique est 10 à la puissance 42 fois plus supérieure que la force de gravitation. C'est pourquoi on néglige toujours la force de gravitation devant la force électrostatique. C'est bon? C'est bon? D'accord, monsieur, merci. Très bien. Donc maintenant, vous allez voir ça en électrostatique. Donc en électrostatique, vous allez voir que, c'est-à-dire quoi? Si je prends, on a dit, si je prends deux électrons, Q1 et Q2, séparés par Q1 et Q2 séparés par une distance R, il y a une force d'interaction électrostatique entre les deux. S'il vous plaît, essayez de couper les micros. S'il vous plaît, essayez de couper les micros. Si je prends deux charges Q1 et Q2 séparées par une distance R, il y a une force d'interaction électrostatique entre les deux charges. La force exercée par la particule 1 sur la particule 2, F12, est égale, donc vous savez, qu'est égal à Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, R12 au carré sur Q12. Donc, c'est-à-dire que Q1, qu'est-ce qu'il crée un champ, qu'est-ce qu'il crée une charge électrique normalement? Qui est la source d'un champ électrique. Quand je parle d'un champ électrique, c'est qui va créer un champ électrique? C'est qui est l'origine, qui est le responsable d'un champ électrique? Qui fait créer un champ électrique? Les charges. Les charges électriques, très bien. C'est les charges électriques. Donc, ça veut dire que, puisque la force électrostatique exercée par la particule 1 sur la particule 2, donc on a donc la particule 1, il va créer, on dit que une particule chargée Q1, il va créer un champ électrique, donc chaque particule chargée Q1, il va créer un champ électrique dans tout l'espace. Et le champ électrique créé par la particule Q1, le point 1, est égal à E1M, est égal à cette force exercée par Q1 sur Q2, divisée par Q2. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas, c'est-à-dire si j'ai un champ électrique, je ne peux pas savoir s'il y a un champ électrique. Mais pour savoir qu'il y a un champ électrique, comment je dois faire? Hein? Pour détecter avec le champ électrique, comment je dois faire l'existence d'un champ électrique? Hein? Y mettre une charge. Très bien, je dois mettre une charge. Et si je mets une charge dans un champ électrique, qu'est-ce qu'il arrive là de la charge?
Il va se déplacer sous l'effet de la force électrique. D'accord? Donc, il va se déplacer sous sous l'effet de la force électrique. Et cette force électrique, normalement, est égale à la charge fois le champ électrique. F est égal à Q fois E. C'est bon? Est égal à Q fois E. Donc maintenant, puisque je connais la force électrostatique exercée par la particule 1 sur la particule 2, on a trouvé est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1, Q2 sur R1 au carré suivant U1, 2, pour déterminer le champ électrique créé par la particule 1, le point M, et il suffit de diviser cette force par la charge. D'accord? Et je trouve l'expression, il y a le champ électrique. D'accord? Parce que ce qu'on peut mesurer, c'est la force, mais le champ électrique, on peut le voir par l'intermédiaire de la force en posant la charge électrique. Et par suite, je peux dire que le champ électrique créé par la particule 1, un point M qui se trouve à une distance R, elle est donnée 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R12 U12. Donc ça, c'est l'expression de le champ électrique créé, donc c'est ça. C'est-à-dire, vous allez voir cette formule électrostatique. Si j'ai une particule chargée Q, je suppose que Q elle est supérieure à 0. Donc, cette particule chargée va créer un champ électrique dans tout l'espace, d'accord? En particulier pour un point M qui se trouve à une distance R, le champ électrique électrostatique créé par la particule qui se trouve le point O, un point M, elle est donné par le champ électrique, le point M est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q, la charge, la source de la charge de champ électrique, sur R au carré suivant. D'accord? Et par suite, si je mets une charge électrique, le point M, il va être soumis à la force électrique qui est égale à Q fois E. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force électrostatique. C'est-à-dire, si j'ai un champ électrique, le point M, je mets une charge électrique. Cette charge électrique va être soumise à la force électrique qui est égale à Q fois E. Donc, c'est la force électrostatique exercée par le champ électrique sur la particule chargée Q. D'accord? Donc, ça, vous allez voir ça en électrostatique. Maintenant, l'électrostatique, c'est lorsque j'ai un champ électrique. Maintenant, si je vous demande quelle est la force magnétique, d'accord? Donc, la force magnétique exercée sur une particule, exercée sur la force magnétique exercée sur une particule Q, animée de la vitesse V dans un champ magnétique B. Donc, vous allez me dire quoi? À quoi est égale cette force? La force magnétique, à quoi est égale? Une particule, d'abord, je connais la force magnétique, c'est la particule en mouvement. C'est-à-dire une particule chargée animée de la vitesse V, particule chargée Q animée de la vitesse V dans un champ magnétique B, d'accord? Donc là, on peut mettre ça. Donc, c'est-à-dire, là, si j'ai une particule chargée Q animée de la vitesse, une particule chargée Q animée de la vitesse V dans un champ magnétique B, elle va être soumise à la force magnétique Fm est égale à Q V vectoriel B. Donc, ça, c'est la force magnétique et ça, c'est la force électrique. Donc, ça, c'est la force électrique. Donc, on peut mettre ici, c'est la force pour distinguer entre la force électrique et la force magnétique. Maintenant, si j'ai un champ électromagnétique, c'est quoi un champ électromagnétique? Oui, quelqu'un peut me dire un champ électromagnétique. Donc, c'est-à-dire il y a l'existence de les deux, le champ électrique et le champ magnétique. Donc, vous allez voir en électrostatique et en magnétostatique, c'est des champs électrostatiques séparés, il y a le champ magnétostatique. Mais l'année prochaine, vous allez voir un module qui s'appelle l'électromagnétique.
D'accord? Donc, l'électromagnétique, c'est-à-dire dans le cas des régime variable, le champ électrique et le champ magnétique sont liés. Là où il y a un champ électrique, il y a un champ magnétique, et ces deux champs sont liés par des équations de Maxwell. D'accord? Par exemple, si je prends une onde qui se propage, c'est quoi une onde qui se propage? C'est une onde électromagnétique qui se propage. C'est-à-dire, la lumière, par exemple, c'est une onde électromagnétique qui se propage. Vous avez un champ électrique, un champ magnétique qui se propage. Donc, une particule chargée cette fois dans un champ électromagnétique. Quand je dis champ électromagnétique, il y a le champ électrique et le champ magnétique B. Donc, cette particule va être soumise ce qu'on appelle à la force de Lorentz. Donc, la force de Lorentz, c'est-à-dire est égale à Q fois E. Ça, c'est l'expression du champ électrique. Et QVB, c'est l'expression du champ magnétique. Et là, c'est ce qu'on appelle la force de Lorentz. Là aussi, c'est une force d'interaction à distance exercée sur une particule chargée qui se trouve dans un champ électromagnétique E et B. Très bien. Donc là, on a fini avec les forces d'interaction à distance. On va voir maintenant les forces de contact. D'accord? Donc, on va voir les forces de contact. Force de contact, on va commencer par la réaction de force de contact. On va commencer par la réaction du support. Donc, c'est-à-dire, si je mets un solide sur une table, donc la table va exercer une force sur le solide S. Donc, il s'agit de la réaction de support sur le solide S. Donc, cette réaction, le point d'application de cette force, c'est le point d'intersection de la surface de solide avec le support. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas de mouvement, la réaction du support, comment elle est perpendiculaire à la surface. La réaction du support exercée par le support sur le solide, elle est perpendiculaire à la surface. Si je prends le poids de la masse des lettres de solide, P, elle est vers le bas. Le point d'application de c'est le centre de gravité de solide. Et j'ai à l'équilibre, puisqu'il n'y a pas de mouvement, à l'équilibre, j'ai P plus R normal, parce que la réaction du support, dans ce cas, à l'équilibre, elle est perpendiculaire. Il n'y a pas de frottement. Quand est-ce qu'il y a apparition de frottement? Quand est-ce qu'il y aura apparition de frottement? Hein? C'est au cours de mouvement. C'est-à-dire, à l'équilibre, lorsqu'il n'y a pas de mouvement, on a P plus R est égal à 0 et la réaction du support, elle est perpendiculaire à la surface. D'accord? Donc, R, elle est perpendiculaire à la surface. Maintenant, au cours du mouvement, donc il y a apparition des forces de frottement. Donc, les forces de frottement, ce sont des forces résistantes qui s'opposent au déplacement. Donc, on va distinguer deux types de forces de frottement. Les forces de frottement solides et fluides, c'est-à-dire quoi solide fluide? C'est les forces de frottement qui s'opposent au déplacement de ce solide dans un milieu, c'est-à-dire les molécules de ce milieu, qu'elles soient l'air, ou bien un liquide, ou bien un fluide. Donc, ces molécules vont s'opposer au déplacement, c'est-à-dire elles vont exercer des forces résistantes qui empêchent le solide de se déplacer. D'accord? Ce qu'on appelle les forces de frottement visqueux, les forces de frottement visqueux, c'est ça, force de frottement visqueux, d'accord? Donc, ce qu'on va appeler force de frottement visqueux, d'accord? Donc, ce sont des forces de frottement exercées par le milieu, le fluide, c'est-à-dire l'air ou le liquide, un milieu visqueux. Donc, c'est des forces de frottement visqueux. Ces forces de frottement, ils vont s'opposer au déplacement de ce solide. Donc, c'est des forces exercées par les molécules de ce milieu sur le solide et qui vont l'empêcher. On peut symboliser les forces par un grand F qui est égal à moins KV. D'accord? Pourquoi moins KV? Parce que ce sont des forces, les forces de frottement visqueux s'opposent au déplacement.
Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être sens opposé, mais le sens de déplacement, on le représente par moins K. Donc, les forces de frottement visqueux, on peut les représenter par moins K suivant moins KV. D'accord? Avec V, c'est la vitesse. Donc, c'est des forces qui sont proportionnelles à la vitesse et qui apparaissent seulement au cours du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, ces forces de frottement est égale à 0. Donc, K est une constante qui dépend du milieu. D'accord? Donc, c'est la constante de frottement qui dépend, c'est une valeur positive qui dépend bien du type de milieu dans lequel il se déplace avec le solide, soit l'air, soit le liquide, soit donc c'est le milieu visqueux. D'accord? Donc, le premier type de frottement. Il y a aussi ça, ce qu'on appelle les forces de frottement visqueux. C'est solide, fluide. D'accord? Donc, c'est le contact entre le solide qui se déplace dans un fluide. Les molécules de ce fluide, ils vont exercer des forces de frottement qui vont empêcher ou bien qui vont ralentir le mouvement de ce solide. Donc, c'est ce qu'on appelle les forces de frottement visqueux, c'est-à-dire solide, fluide. Il y a un autre type de force de frottement, c'est les forces de frottement solide-solide. C'est quoi les forces de frottement solide-solide? Si par exemple, j'ai un solide S sur un support S, donc lorsque je fais déplacer ce solide le long de cette direction, donc il y a des forces de frottement qui apparaissent, d'accord, et qui vont s'opposer au déplacement de ce solide. Ces forces de frottement, ça dépend du type de contact, ça dépend du type des deux matériaux qui sont en contact, c'est-à-dire le matériau le solide S avec le support. Est-ce que c'est solide, est-ce que c'est métal-métal, ou bien bois-métal, ou bien bois-bois, ou bien caoutchouc, poudron, ça dépend du type de contact solide-solide. D'accord? Donc, ces forces de frottement solide-solide, ils vont s'opposer au déplacement. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la réaction du support, elle aura deux composantes, une composante normale, d'accord? Donc, c'est la composante normale, et une composante tangentielle qui va s'opposer au déplacement. C'est la composante due au frottement. D'accord? Le frottement solide, cette fois solide. Donc là, donc je définis le coefficient de frottement. Et coefficient de frottement, il est défini par mu. Coefficient de frottement mu est égal à tangente de phi. Cette coefficient de frottement mu est égal à tangente de phi. Et coefficient de frottement, elle dépend du type de contact. Donc, chaque contact, on peut définir coefficient de frottement. Ça dépend du type de contact qu'il existe entre le solide et le support. D'accord? Donc, j'ai coefficient de frottement solide mu est égal à tangente de phi, est égal, donc si je calcule tangente de phi, c'est R tangentiel sur R normal. R tangentiel sur R normal. C'est tangente de phi, R tangentiel sur R normal, et qui définit ce qu'on appelle le coefficient de frottement. Donc, c'est une valeur qui dépend du type de contact. Par exemple, si je prends coefficient de frottement entre un acier et un acier, donc un acier, donc c'est un métal, donc acier, le type de frottement, c'est 0,2. Il n'y a pas beaucoup de frottement. Par exemple, si je prends entre deux bois différents, la chaîne qui est un type de bois, le saccade c'est un autre type de bois. Donc, le coefficient de frottement, c'est 0,67. Si je prends maintenant le caoutchouc, donc le caoutchouc, c'est la matière avec laquelle on fait les pneus de voiture, et le bitume, c'est le goudron, avec laquelle on fait le goudron pour la route, les routes, d'accord. Donc, le coefficient de frottement entre les pneus de la voiture et le goudron, le bitume, donc c'est 0,6. Vous voyez que le coefficient de frottement elle est élevé. On aura intérêt d'avoir des coefficients de frottement entre le caoutchouc et le bitume élevés pour qu'il n'y aura pas de glissement au cours de freinage. Donc, c'est pour vous dire que le type de frottement le coefficient de frottement mu, donc coefficient de frottement mu, donc est égal à tangente de θ, est égal à tangente de phi, et donc entre la tangente de phi, c'est cet angle, tangente de phi, est égal à R tangentiel sur R normal, R tangentiel sur R normal, d'accord? Donc ça, d'un côté, donc j'ai défini coefficient de frottement, on a dit c'est un paramètre qui dépend du type de contact qu'il existe entre le solide et le support.
type de, c'est pour ça on dit c'est des frottements solides. Donc, en résumé de cette paragraphe, donc on avait deux types de forces de frottement, les forces de frottement solides et fluides, d'accord, ce qu'on appelle les forces de frottement visqueux, ce sont des forces exercées par les molécules de milieu lorsqu'un solide se déplace, d'accord. Donc, ces forces de frottement, on les a symbolisées par une force résistante qui se pose au déplacement, F est égal à moins KV, d'accord. Est-ce que vous me suivez? Oui? Oui, Oui, monsieur. monsieur. C'est bon? Oui. C'est bon? D'accord, très bien. Donc maintenant, le deuxième type de force de frottement, ce qu'on a dit, c'est les forces de frottement solides. Et ça dépend du type de frottement solide, type de matériaux qui sont en contact. D'accord? Donc ça dépend du type de matériaux qui sont en contact. Donc ces forces de frottement solides apparaissent au cours du mouvement et c'est des forces qui se posent au déplacement. Et dans ce cas-là, la réaction de support au cours de déplacement n'est plus perpendiculaire à la surface. Il y a apparition d'une composante tangentielle qui se pose au déplacement et par suite la réaction du support R est égale à R normal plus R tangentiel. Je définis l'angle de tangente de phi qui est égal au coefficient de frottement, mu est égal à R tangentiel sur R normal et cette coefficient de frottement dépend du type de matériaux qui sont en contact, d'accord? Par exemple, acier, ou bien bois, ou bien bitume, caoutchouc, dans le cas des voitures avec le courant, d'accord? Donc, cette coefficient de frottement, donc, c'est une valeur intrinsèque qui dépend du type des matériaux qui sont en contact. Maintenant, on va voir un autre type de force, c'est les forces de tension. Donc ça, toujours, on est en train de voir quelques forces qu'on va rencontrer, c'est-à-dire là, on a vu les forces à distance, force de gravitation universelle, la force d'interaction électrostatique, la force de Lorentz. Maintenant, on est en train de voir quelques forces de contact, les forces de frottement visqueux, les forces de frottement solides. Maintenant, on va voir les forces de tension. Il y a tension par un fil, tension d'un fil, et tension du ressort. Donc, tension de fil et tension de ressort. Donc, tension du ressort, du fil, par exemple, j'ai un point matériel M, s'il est donc attaché par le fil, donc un fil de longueur L0, le fil il est inextensible, c'est-à-dire que sa longueur L0 reste fixe, d'accord? Donc, à l'équilibre, j'aurai P plus T. T, c'est la tension du fil. C'est la tension exercée par le fil sur la sphère. D'accord? On a l'équilibre T plus T. Donc, ça, c'est la tension du fil. Maintenant, pour la tension du ressort, c'est différent. Donc, il y a allongement du ressort. Cette fois, si je suppose que la longueur initiale du ressort, c'est L0, c'est la longueur initiale du ressort, la longueur à vide, L0. Donc, si je fais la masse M, le ressort il va s'allonger, la distance s'allonger et sa longueur va atteindre la longueur finale, ce qu'on va noter L. Donc, c'est-à-dire il y a un allongement du ressort de delta L est égal à L moins L0. Donc, je définis la force de la tension du ressort. À toi égale cette fois la tension du ressort. À toi égale la tension du ressort en fonction de l'allongement. Donc, on définit la tension de ressort, c'est-à-dire plus l'allongement elle est grande, plus la tension elle est grande. Donc, la tension de ressort elle est définie à partir de son allongement par rapport à sa longueur initiale par T, elle est vers le haut, donc elle est opposée à le poids, vers le haut, est égal à quoi? Moins K delta. Donc, c'est une force qui est proportionnelle à l'allongement, suivant la loi. T, donc le vecteur T, la tension du ressort, est égal à moins K parce qu'il est vers le haut, le vecteur unitaire U est vers le bas, T est égal à moins K delta L, suivant le vecteur unitaire U. Donc, K, c'est ce qu'on appelle le coefficient de raideur lié le ressort, donc c'est une constante. C'est la constante de ressort, d'accord? Donc, c'est la constante de raideur liée le ressort. Ça dépend, c'est une valeur intrinsèque liée le ressort, parce que chaque ressort
elle est caractérisée par ces paramètres intrinsèques qui sont sa longueur initiale L0, la longueur à vide L0, et sa constante de raideur K. D'accord? Donc, sa constante de raideur K. Donc, quand vous achetez un ressort, il faut savoir, donc, le constructeur de ressort, il vous donne ces deux paramètres intrinsèques de ressort qui sont la longueur à vide, c'est-à-dire L0, et sa constante de raideur K. D'accord? Donc, la tension la tension du ressort, ou ce qu'on va appeler la tension élastique du ressort, T est égal à moins K delta L. Très bien. Donc, ça, c'est d'un côté. Donc, moins K delta L suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Bon, juste pour la tension du fil, on va faire un petit exercice pendule simple. C'est quoi? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va faire un petit exercice pendule simple. C'est quoi pendule simple? Pendule simple, c'est une masse M attachée à travers un fil de longueur L, d'accord, à un point O, d'accord, max O. Donc, le pendule simple, donc la masse M peut effectuer des oscillations autour de sa position d'équilibre. Donc, on va trouver l'équation horaire de mouvement de la pendule simple. C'est quoi l'équation horaire? Donc, le but de cet exercice, c'est de trouver l'équation horaire de mouvement de cette pendule simple. C'est-à-dire trouver comment varie l'état en fonction du temps. Donc là, on va choisir un référentiel supposé galinien. On va choisir le référentiel au X, au Y, au Z, un référentiel supposé galinien. Donc le système étudié, c'est le pendule. On va supposer que la masse du fil est nulle. Donc il reste que la masse de la sphère, donc la sphère de masse petit m. On va appliquer le principe fondamental de la dynamique du système. On a sigma des forces extérieures appliquées sur le système est égal à M gamma. Sigma des forces extérieures est égal à M gamma. Est égal à M gamma. Donc, quelles sont les forces exercées sur la masse? Quelles sont les forces exercées sur la masse M? Il y a le poids et la tension du fil, d'accord? Donc, P plus T est égal à M gamma, d'accord? Donc, maintenant, je dois calculer l'accélération de la masse par rapport à R. Donc, je dois utiliser les coordonnées polaires. L et θ. Pourquoi L? Parce que la distance entre O et le point, c'est L, elle est fixe. Donc, la longueur du fil, elle est fixe, est égale à L. Et θ est égal à θ variable. D'accord? Donc, j'ai P plus T est égal à M gamma. Donc, si je veux calculer l'accélération du point M, j'ai OM est égal à quoi? Est égal à L U rho. D'accord? Donc, L en coordonnées polaires, OM est égal à L U rho. Et la vitesse est égale à L θ U θ. Et l'accélération, c'est L θ de point U θ plus moins L θ au carré suivant UR. Ça, c'est l'accélération du point M en coordonnées polaires. Donc, ça est égal à P plus T. Monsieur, Oui. Je vous laisse ça, je vous donne cet exercice à faire. Donc, j'ai souvent des indications, c'est à vous de le faire, d'accord? C'est-à-dire, essayez de le faire, faites la projection de ce. Donc, je ne vais pas continuer l'exercice, c'est à vous de le faire. Le pendule simple, c'est un très bon exemple pour faire l'application via les lois de Newton. Donc, essayez de le faire pour la prochaine fois. Donc, je vais arrêter le cours ici. Essayez, donc, je vous ai envoyé le cours chapitre 4, je l'avais mis le plateforme via le modèle. Essayez de faire cet exercice pour la prochaine fois. Comme ça, on peut continuer. Donc, parce que la prochaine fois, on doit commencer cette fois les principes fondamentaux de la dynamique, cette fois dans un référentiel non galiléen.
ce qui sera nouveau pour vous, un référentiel non galiléen. Parce que ce qu'on a vu maintenant, c'est les lois de Newton dans un référentiel galiléen. On va voir les mêmes lois, mais cette fois dans un référentiel non galiléen. D'accord? D'accord, pour la prochaine fois. Donc, essayez de faire l'exercice. Vous avez les données de l'exercice. Essayez de le faire. Comme ça, on peut continuer le cours. Monsieur, Donc, oui. pourquoi on n'a pas ajouté la force de frottement fluide? On peut ajouter. Là, on suppose que les forces de frottement de l'air est égale à 0. Mais, vous allez voir, dans plusieurs exercices, on tient compte des forces de frottement visqueux. D'accord? Est égal à moins kV. Et dans ce cas-là, il faut ajouter les forces de frottement visqueux. Il y a des exercices, et même c'était du sujet d'examen de plusieurs années, on ajoute les forces de frottement liées le milieu de l'air. D'accord? Et on va trouver une autre équation différentielle de mouvement. D'accord? Donc là, on néglige les forces de frottement visqueux. Tu as tout à fait raison. D'accord? Mais, oui. Oui, je m'excuse, je dois partir. J'ai une réunion au département. Normalement, c'était à 16h, 16h15. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? C'est bon, monsieur. Oui? Oui, monsieur. C'est bon? C'est bon, Essayez de monsieur. faire l'exercice pour la prochaine fois. Donc maintenant, on va voir la partie des lois de Newton, cette fois dans un référentiel galiléen. Et dans un référentiel galiléen, on va voir d'autres types. Donc, vous vous rappelez de ça, que l'accélération de M est égale à l'accélération de R'. Donc, ça, c'est la loi de composition de l'accélération. On va voir qu'est-ce qu'il devient la loi de Newton, les lois de Newton dans un référentiel non galiléen pour la prochaine fois. Donc, je suis obligé de partir. Donc, je vous laisse. Donc, essayez de faire cet exercice et on va continuer la semaine prochaine. D'accord? Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Au revoir. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir, monsieur. Allah يعاون. نعم شكرا